Bonsoir, vous êtes sur Télé Africa dans le cadre de votre émission Le Métronome. Nous allons aborder dans cette émission des questions d'actualité, notamment cette rencontre entre les partis politiques de la majorité et de l'opposition sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. On évoquera les questions donc liées à l'organisation des futures échéances électorales dans notre pays, la présidentielle, les élections législatives et les locales. Et en seconde partie de l'émission, on abordera le point relatif à cette incompréhension née d'une grève au ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères qui fait abondamment parler de lui. Depuis ce week-end sur les réseaux sociaux, on lui prête certains propos relayés par certains médias. On y tentera de voir un peu plus clair sur cette actualité. Et pour aborder ces deux actualités, je reçois Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pam. Merci d'être dans le métronome de ce début de semaine sur Télé Africa. Vous êtes président du Bloc démocratique populaire. C'est une formation politique de la galaxie de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Je suis étonné de vous recevoir en direct sur Télé Africa. Vous n'êtes pas à Rambo, au lieu où se tient cette rencontre entre le ministère de l'Intérieur, donc le gouvernement et les partis politiques. Pourquoi vous faites la tête? Vous ne voulez pas prendre part à ce tour de table? Non, nous n'y sommes pas simplement parce que nous voulons être cohérents avec notre propre démarche. Je crois que pour ce qui est de la mémoire collective, tous les Gabonais savent que le président de la République a invité à une concertation entre les différents acteurs politiques et justement le gouvernement pour asseoir d'une volonté de mettre en place tous les éléments qui devraient permettre que nous allions aux élections à la fois qui sont plus transparentes, mieux apaisées et dont les résultats seraient acceptés par tout le monde. Alors, il se trouve que l'organe central dans ce qui est du processus de la gestion des élections au Gabon se trouve être justement le Centre gabonais des élections. Donc pour des raisons de cohérence et de logique, nous nous sommes posé la seule question de savoir pourquoi est-ce qu'on irait renouveler un organe alors que l'ensemble des éléments qui concourent au dispositif électoral vont être revisés d'ici là que cette concertation politique se tienne. Cette rencontre du jour, est-ce qu'elle a pour seul et unique point à l'ordre du jour le renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections? Ou c'est la problématique liée à l'organisation, au processus électoral en cette année 2023 qui sera évoquée au cours de ce tour de table? En principe, si on s'en tient à la déclinaison faite par le ministère de l'Intérieur et si on s'en tient également à l'actualité politique en rapport avec les élections, il s'agit du renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections, qui, comme vous savez, est un bureau à parité, d'une part l'opposition et la majorité. Or, nous, au niveau du Bloc démocratique populaire et d'autres citoyens qui regardent cette situation avec beaucoup d'intérêt, la question que nous nous posons, c'est ce que je vous ai souligné il y a un instant, savoir pourquoi est-ce qu'on renouvellerait maintenant un organe qui, naturellement, devrait faire l'objet d'une revisitation sur le plan de son efficacité, peut-être sur le plan de sa composition, mais également aussi sur le plan de ses missions et des différents dispositifs qui doivent être mis en place pour que l'on soit à même de pénaliser ceux qui, dans les différentes commissions électorales, ont des comportements déviants. Pascal Nkoulou, on va essayer d'y aller de façon progressive. Je rappelle que vous aviez pris part en 2017 au dialogue d'Angondjé, que le Centre gabonais des élections, le CGE, est une émanation de ce dialogue d'Angondjé-là. Donc c'est un vœu à ce moment-là exprimé par l'ensemble des acteurs politiques qui avaient pris part, et de la société civile qui avait pris part à ce dialogue d'Angondjé. On était quand même au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle de 2016, jugée difficile, chahutée au regard de ce qu'on avait vécu. Alors, pourquoi vous remettez en cause aujourd'hui l'efficacité du CGE? Écoutez, que les choses soient claires. La composition, les missions et les objectifs définis au Centre gabonais des élections, à ce que je sache, n'ont pas été remis en cause par les partis politiques qui soutiennent l'action du chef de l'État, donc par les partis politiques de la majorité. Ni par l'opposition. L'opposition a simplement appelé au renouvellement du bureau. Oui, l'opposition ne remet pas en cause l'efficacité du CGE. C'est vous qui êtes en train de le dire. Donc, un parti politique de l'opposition a fait constater que le mandat qui était dévolu, je crois que ça doit être réagir d'abord et réagir. Réagir à saisir le ministère de la Cour constitutionnelle pour faire remarquer que
la durée de mandat légal du Centre gabonais d'élection avait expiré et que par conséquent, il fallait renouveler cette instance, ce qui est tout à fait normal. Et la Cour a dissous le CGE. A donc instruit le ministère de l'Intérieur d'obéir au dispositif qui existe légal en et la réglementaire matière pour renouveler. Je crois que c'est pour cela que le ministère de l'Intérieur a aussitôt convoqué les partis politiques pour s'accorder sur les différentes compositions en termes de représentation des partis politiques dans cette instance. Bon, au cours du dialogue politique d'Angondje, il n'y a pas eu grand changement en dehors du changement des dénominations, parce qu'on est allé, je crois, c'est Sénat pour devenir Centre gabonais des élections, ce qui ne change pas grand-chose quant à la nature des missions et aussi peut-être au niveau du mandat. Bon, aujourd'hui, de manière générale, quand vous écoutez les discours tenus par les leaders politiques de l'opposition, tout le monde s'accorde, enfin la plupart d'entre eux s'accordent à dire qu'il y a un besoin urgent de revisiter le processus, donc l'ensemble des opérations électorales au Gabon. L'opposition pose le problème de la transparence électorale. La transparence électorale dans le processus, la revendication principale de l'opposition, c'est celle-là, ce n'est pas l'efficacité du CGE, c'est la transparence du processus. La transparence électorale, il faut la jauger au niveau où elle pourrait poser problème. Or, tout le monde sait que depuis à peu près les élections en dehors de celles de 1993, toutes les élections qui ont eu lieu après 1993 ont été organisées à partir d'un côté l'opposition, de l'autre la majorité, avec un constat que nous faisons nous au niveau du bloc démocratique populaire, c'est qu'il y a toujours des indépendants, que la loi ne prend véritablement pas en compte. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un malaise à ce niveau qu'il va falloir régler. Et quand on pousse un peu plus loin, une analyse objective, sans vouloir faire... Où est la responsabilité des indépendants dans le processus électoral? C'est des citoyens. Le principe de la loi... Est-ce que la participation d'un indépendant à une élection remet en cause le processus électoral? C'est la question que je pose. Notre code électoral dit qu'il n'y a pas de candidature indépendante. C'est beaucoup plus simple. Vous savez, quand on veut faire des choses, on ne peut pas toujours tout faire. Mais on ne devrait pas léser certains au détriment d'autres. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre quelqu'un qui milite dans un parti politique et un citoyen qui ne se reconnaît pas? Parce qu'un parti politique, c'est une orientation, c'est une vision de société. Voilà ce que c'est qu'un parti politique. Et si vous ne vous reconnaissez pas, ni dans l'orientation prise par la majorité, qui était un ensemble de mouvements politiques, chaque parti ayant une idéologie bien précise, il n'y a pas une cohérence d'idéologie, ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Et les citoyens sont tout à fait de se dire, je ne m'y reconnais pas, je vais moi aller enrichir le débat politique, je me présente en tant que citoyen. Pascal Koulou, jusque-là, c'est une partie de l'opposition qui remet peut-être en cause le fonctionnement ou la composition du centre gabonais des élections tel qu'il existe aujourd'hui. Vous, au niveau de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, vous ne trouvez rien à redire. Ça veut dire que pour vous, au niveau de la majorité, le CGE fait bien son travail. Pour revenir à l'opposition, Pierre Claver Manganga Moussavou, par exemple, qui est le président du Parti social-démocrate, propose qu'il y ait désormais un CGE à double tête, c'est-à-dire avec deux présidents, un président représentant l'opposition et un autre représentant la majorité, mais même dans la famille de l'opposition, son idée ne semble pas convaincre. Elle ne peut pas convaincre. Pourquoi? Parce que, et c'est le constat que les citoyens gabonais devraient faire, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance du mode de fonctionnement et peut-être même des règles qui régissent le centre gabonais des élections. Parce que lorsque M. Pierre Claver Manganga Moussavou parle qu'il faut qu'il y ait une sorte de bicéphalisme à la tête, mais il y a déjà, puisque vous avez un président, et surtout vous avez un vice-président de la majorité. Oui, mais il y a un seul président à la tête du CGE. Lui, il voudrait qu'il y ait désormais deux présidents. Il faut qu'il précise en quoi ça va être une plus-value pour une structure d'avoir deux présidents. Puisque, de manière effective, les deux vice-présidents de l'opposition et de la majorité s'accordent pour pouvoir signer les procès-verbaux. Le plus important, c'est le résultat. Or, le résultat, c'est le décompte des voix. Le résultat, c'est les signatures sur les procès-verbaux et les différents émargements qui doivent être faits sur le procès-verbal pour signaler une quelconque irrégularité. Dès lors que ces éléments, qui sont des éléments de droit, qui sont des actes de droit qui permettent à un candidat de saisir l'instance qui procède à l'annulation ou à la confirmation d'une élection, mais à quoi servirait d'avoir
2 présidents. C'est exactement la même chose, sauf que là, on aurait les 2 vice-présidents, donc un de la majorité de l'opposition qui aurait des titres de président, ça ne changerait absolument rien. Et je rappelle, pour que on soit conforme à l'évolution de cette structure, c'est que c'était les membres de l'opposition qui avaient mis le vœu qui est, premièrement, que l'on sorte les élections de l'organisation exclusive du ministère de l'Intérieur pour mettre une structure hybride. Parce que c'est la première fois, et on peut faire le constat. En quoi elle est hybride? Elle est hybride parce que vous avez des challengers qui ont légalement la responsabilité morale d'être des arbitres. Ça ne s'est jamais vu. On ne parviendra jamais à faire en sorte... Mais tous les organes techniques qui ont toujours été mis en place par les pouvoirs publics pour organiser les élections, vous l'avez dit vous-même, au Gabon après 1993, à partir des accords de Paris, ont toujours été des organes hybrides puisqu'ils ont souvent été à parité, opposition-majorité. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les opérations qui sont des opérations, je veux dire techniques, comme vous venez de le dire, sont des opérations qui se sont toujours déroulées sans qu'il y ait de heurts à signaler. Les gens viennent s'inscrire sur les listes électorales, les gens procèdent au contrôle de leur nom sur les listes électorales, les gens vont récupérer leur carte d'électeur, il n'y a jamais de contestation à ce niveau. Le problème, c'est que, une fois... Ne dites pas qu'il n'y a jamais eu de contestation. Il y a souvent des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, qui pointent un doigt accusateur sur, semble-t-il, des doublons sur le fichier électoral. Oui, mais ça, il faut être réaliste. Nous sommes dans un environnement où, premièrement, la plupart des fonctionnaires, en l'espace, nous avons quoi? Une élection au Gabon, c'est pratiquement, son sentier à l'élection présidentielle, c'est tous les 7 ans. Les élections locales et législatives, c'est tous les 5 ans. Donc, entre ces 2 périodes, ou entre ces 3 périodes, il y a des mutations. Il y a des déplacements qui, pour des raisons de famille, qui, pour des raisons professionnelles. Donc, il revient aux citoyens, parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Ce n'est pas, il n'y a pas un fichier qui repère de façon automatique la mobilité des citoyens sur l'ensemble du territoire. Ça peut être fait? Ça pourrait être fait, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'on s'en tienne à ce qui existe. Si on veut opérer une critique objective, il faut prendre en compte ce qui existe. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nécessité justement de moderniser le processus, Pascal Nkoulou? Aujourd'hui, on est à l'ère de nouvelles technologies de l'information, de la communication. Il y a une révolution à ce niveau-là, donc on peut numériser, on peut suivre. Pourquoi vous voulez qu'on reste dans l'ordre ancien? Non, ce n'est pas une question de rester dans l'ordre ancien. C'est-à-dire tant qu'une situation n'a pas connu d'évolution, on peut y mettre des souhaits. Mais vous savez ce qu'on dit avec des souhaits, avec des si, on peut tout faire. Si on veut régler un problème, il faut le traiter en l'état. Or, aujourd'hui, si M. Pambou est affecté à Mouila, c'est à M. Pambou d'apprécier si oui ou non, je vais changer également mon identification sur la liste électorale en me signalant comme résident déjà de Mouila. C'est une question transversale, Pascal Nkoulou. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, si le ministère de la fonction publique a évidemment mis en place tous les mécanismes qui font en sorte qu'il y ait un suivi de ces agents, le problème peut être réglé. Transversalité oblige, avec le ministère de l'Intérieur, on peut croiser les données. Oui, mais attention, il y a une disposition légale qui existe, qui dit que vous pouvez voter où vous avez des intérêts, soit des intérêts familiaux, des intérêts économiques, ou pour des raisons de résidence. On va revenir sur ce point, donc, par rapport que je trouve très intéressant d'ailleurs. Si vous êtes affecté par votre ministère de tutelle, mais votre intérêt politique se trouve dans une autre localité, vous restez sur cette liste électorale. Et au moment du vote, vous faites le déplacement. Voilà. Bon, les cas de doublons, c'est généralement les cas des gens qui sont allés à l'étranger ou qui sont décédés. D'accord, on va revenir sur ce point, mais restons sur le CGE d'abord. Alors, il y a eu une rencontre il y a quelques jours de l'opposition réunie autour de la plateforme PG41 qui réunit une quarantaine de partis de l'opposition qui sont eux-mêmes membres d'une autre plateforme qui vient de voir le jour, Alternance 2023. Alors cette plateforme PG41 s'est déjà entendue sur les représentants de l'opposition dans le bureau du Centre gabonais des élections. Ça veut dire que cette plateforme estime qu'en l'état, tout va bien. Parce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tout le monde, il faut aller discuter. Il faut aller se concerter pour réaménager tout le dispositif électoral. Et vous validez déjà une instance qui, visiblement, pourrait poser ou poserait problème. C'est une interrogation, je leur responsable de ça. Mieux, ce qu'on peut noter, tout en saluant évidemment la célérité avec laquelle ils font montre pour s'accorder entre eux, c'est que vous savez, M. Pambou, le problème des élections chez nous, lorsque l'on prend les différentes séquences organisationnelles, il est double, il est même triple.
M. Pierre-Claver Manga Moussabou, justement, avait posé une question de taille. Est-ce que le fait de se dire qu'on est de l'opposition donne caution à ce que n'importe quel parti de l'opposition représenterait les intérêts d'un parti politique, alors qu'en amont, ils n'ont aucune alliance, ils n'ont signé aucune convention. Et M. Manga Moussabou avait fait remarquer que ceux qui étaient de l'opposition, avec eux, ils n'avaient aucune alliance, donc ils ne pouvaient pas être comptables de la gestion de son élection dans les bureaux de vote. Et la Cour lui a donné raison. La viabilité d'une formation politique repose sur la signature des alliances ou sur la reconnaissance par l'État de son utilité. Oui, ce que je voulais démontrer par là, c'est quoi? Ça dit qu'on ne peut pas. Et c'est l'une des difficultés aujourd'hui qu'il y a au niveau du centre gabonais des élections. Ça dit, vous avez dit l'opposition. Tout le monde se positionne pour être représentant dans le centre gabonais d'élection. Seulement lorsqu'on va aux élections, la réalité de la gestion de l'élection dans les partis politiques engagés est différente de celle que l'on note dans les bureaux du centre. Parce que pourquoi? Il arrive parfois que le candidat en liste, en position de gagner l'élection, n'ait pratiquement pas de représentants dans les différents bureaux de vote. Parce que dans le partage mécanique... À qui la faute? Oui, non, dans le partage mécanique qui s'est fait, il y a l'opposition, certes, mais ce ne sont pas les gens de son parti. Donc cette opposition n'est pas censée garantir la surveillance des intérêts du candidat. Mais c'est pour ça que est-ce la faute du ministère de l'Intérieur? Non, c'est pour ça que de la Cour moi je dis qu'ils mettent encore une fois de plus la charrue avant les bœufs en s'accordant sur la gestion des différents postes au niveau du centre gabonais d'élection sans regarder l'efficacité de cette structure. Vous êtes président du Bloc démocratique populaire, sans nul doute, évidemment, et c'est normal et c'est logique. Votre famille politique va se réunir également pour faire le même exercice, donc désigner ses représentants dans le CGE. Or, vous êtes auto-exclu. C'est bien ça, ça ne vous intéresse pas, le BDP n'a aucun intérêt. Nous partons de la logique de la solidarité, premièrement. Nous partons de la logique de l'orientation qui est donnée par le leader de la majorité. Deuxièmement et troisièmement, nous partons de la défense de nos intérêts politiques. Parce que comme je vous l'ai dit, le même problème qui se pose dans l'opposition, c'est exactement la même chose qui est décriée au sein des partis de la majorité. Parce que lorsque vous avez dans une commission électorale, le vice-président est du PDG, les différents autres membres sont d'autres partis politiques. De la majorité? Oui, de la majorité autre que le vôtre. Vous avez les difficultés à sauvegarder l'exactitude des résultats obtenus. Pourquoi? Parce que la présence de chaque responsable de parti, elle vise à quoi? Elle vise à garantir et à séréniser les résultats de son candidat. Donc, tant qu'il n'y a pas un cursus commun, on dit, il y a un candidat unique pour la majorité et un candidat unique pour l'opposition, les éléments d'ajout en termes de cohérence de gestion des élections dans les différents bureaux de vote poseront problème. Voilà la réalité. Pascal Koulou, à ce stade, selon vous, quelles sont les limites, les faiblesses du centre gabonais des élections? Quelle est la responsabilité du CGE une fois que le processus a été lancé, qu'elle ait organisé toutes les opérations avant qu'il y ait proclamation? Bon, la première faiblesse, c'est d'abord de revenir à ce que Maître Gonjo Okawa avait dit, quand cette structure, quand la toute première, donc CNE, je crois que c'était ça, Maître Gonjo avait dit, pour faire une entorse à la loi en disant que la politique devrait souvent primer sur le droit. Or, l'on constate avec beaucoup de retard que cela n'aurait pas dû être le cas, premièrement. Donc, l'une des difficultés aujourd'hui que l'on rencontre de ce jeu, c'est sa composition. La deuxième difficulté, c'est que les membres du CGE ne courent aucune... Non, je préfère que vous alliez dans le détail pour permettre aux téléspectateurs de bien saisir l'importance de votre propos. Quand vous parlez de sa composition, les limites de sa composition... La limite de sa composition, c'est-à-dire que vous avez un président qui est nommé par le gouvernement. Vous avez deux vice-présidents proposés par des partis politiques, l'un représentant l'opposition, l'autre représentant la majorité. Au niveau de la cohérence, quand je parle de cohérence, c'est, vous savez, quand on assume la responsabilité d'une institution, c'est qu'on a un droit de contrôle absolu sur ce qui vous seconde. Or, la réalité, c'est que le président qui est un magistrat n'est pas responsable des vice-présidents, l'un venant de l'opposition, l'autre venant de la majorité. Ces adjoints répondent des orientations fournies par les partis politiques. Le président de cet organe devait être nommé par qui? Devait venir de quel milieu? Il y en a qui disent, par exemple, qu'on pourrait aller chercher dans les confessions religieuses. En 1990, c'est bien un prêtre catholique qui a dirigé les travaux de la conférence nationale. Oui, vous savez, moi je vais du principe
de la cohérence et de la capacité à exercer le leadership. Vous avez remis en cause, je ne dirais pas le mode de désignation, mais je semble voir dans votre propos que la désignation du président de CGE par le gouvernement pourrait poser problème. Non, vous voulez qu'il y ait quelqu'un de quoi, de neutre, c'est bien ça, qui ne soit pas nommé par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Moi, ce que je veux dire, c'est que où on construit les actes de la République, où on fait toujours de l'extra-république, auquel cas on aura des résultats extra-république. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller prendre un prêtre qui, premièrement, n'a pas le vice des politiques, c'est-à-dire va se contenter de quelques textes qui existent, mais ignore tout de l'armature et des méandres qui animent la sphère politique. En 90, Basile Weingaume avait bien dirigé les travaux de la conférence nationale. Était un cadre différent. Là, il s'agit d'agir sur une structure dont les résultats en termes d'efficacité d'organisation impactent l'organisation de l'État. Vous pensez que les confessions religieuses sont complètement déconnectées des choses du monde? Les responsables, enfin, leur mandat, c'est-à-dire leur engagement en tant qu'individu, vous avez suivi le propos de Monseigneur Iba de l'Église catholique qui a parlé au nom des confessions religieuses lors de l'adresse des vœux au président de la République. Je crois qu'il a fait un tableau assez correct de la situation sociale du pays. Mais est-ce qu'on pouvait attendre autre chose de Monseigneur Ibaba? Monseigneur Ibaba est celui qui, au quotidien, non, il faut le féliciter pour ça. Monseigneur Ibaba est au quotidien, donc en contact avec les fidèles qui fréquentent les différentes chapelles. Mais pourquoi vous dites qu'ils n'ont pas le vice qu'il faut pour pouvoir comprendre les subtilités de la politique? C'est pas la même chose. Écouter quelqu'un et traduire sa doléance ou traduire sa difficulté ne vous rend pas responsable des différents mécanismes par lesquels la situation pourrait être améliorée. Je peux parfaitement décrire un constat d'accident, mais je ne peux pas gérer une situation de constat d'accident. Les deux choses sont différentes. Ce que Monseigneur Ibaba fait, c'est rappeler au chef de l'État l'ensemble des doléances soumises par les paroissiens, les fidèles, dans les différents entretiens qu'il a. Et c'est normal, il faut l'en féliciter. Non, ça n'a rien à voir avec les fidèles et les paroissiens, c'est les préoccupations des Gabonais. Il a parlé des Gabonais, pas parlé des paroissiens ou des fidèles. Je ne suis pas sûr qu'il promène ça sous table dans les trottoirs. C'est au cours des confessions, au cours des entretiens, il a exactement dressé le même tableau que vous, les politiques, vous dressez. C'est la même chose qu'il a dit, il n'a rien inventé. Vous n'avez qu'un seul citoyen. Ce n'est pas parce qu'on va dans une église qu'on est citoyen à part ou parce qu'on n'y va pas. Voilà, c'est des citoyens, raison de plus. C'est des citoyens qui expriment une situation dans un cadre précis. Il est de la responsabilité de Monseigneur Ibaba. Vous savez, un prêtre, c'est d'abord avant tout un conducteur. Non, ce n'est pas ça l'objet de l'émission. On ne parle pas de... C'était juste une parenthèse. Revenons sur l'essentiel. Oui, non, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est normal qu'il le fasse. Selon vous, le président du Centre gabonais des élections devait venir d'où? Devait être nommé par qui? Je le répète de manière plus simple. Je dis aujourd'hui, la première difficulté du Centre gabonais des élections, c'est qu'en dehors du magistrat qui obéit à un cursus de lois et de règles qui répondent à la fois de sa profession de magistrat, mais également de ses obligations avec l'État, le reste des autres membres n'ont d'obligations et de devoirs qu'envers leur parti politique. C'est un grand handicap. On ne peut pas confier la responsabilité de la gestion d'un segment de l'État aussi sensible à des personnes qui ne répondent devant aucun paramètre juridique. Vous garantissez l'impartialité des magistrats, c'est bien ça? Non, je dis les magistrats, effectivement, sont des gens au-dessus. Donc, ils regardent les élections, ils regardent l'engagement des candidats par rapport au prisme de la loi. Les autres qui sont autour d'eux regardent l'élection par rapport à l'objectif politique qui est celui des partis politiques d'exercer le pouvoir ou d'avoir un mandat. Mais comment comprendre alors que les résultats des élections sont souvent contestés, sachant bien que les organes justement qui les organisent ont souvent à leur tête des magistrats? Bon, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ce que vous dites? Je ne comprends pas. J'ai été candidat 2 fois déjà au 6e arrondissement, donc je peux bien parler de cette situation. La difficulté qu'il y a aujourd'hui à gérer l'élection vient d'un seul point, c'est le comportement des membres des commissions dans les différents bureaux de vote. Certains se laissent distraire par des moyens que la Cour constitutionnelle a souvent réprimandés. D'autres ne participent pas du tout, c'est-à-dire ils s'absentent volontairement, ne répondent à aucune opération, ni à la livraison des urnes, ni à la mise en... Ils ne sont pas là. Donc, ils ne signent même pas les procès-verbaux. Et ils s'en vont dans la nature, pourvu et pour peu qu'ils aient reçu leur prime. C'est de un. De deux,
le troisième constat, c'est celui qui est le plus difficile. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu des contestations électorales, les seules fois où il y a eu des éléments de droit probants, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur ces éléments de droit. Moi, j'aime me rappeler, pour ne pas que la mémoire s'étiole, la situation qui s'est produite dans le 3e arrondissement, où une dame... 3e arrondissement de la commune de Libreville. Où une dame, simple institutrice à la retraite, avait pu défaire le général Jean-Boniface Asselé sur la base des procès-verbaux présentés. La Cour lui a donné raison. Elle a pleinement exercé son mandat. C'est de un. De deux, ça a été dans la zone de Gamba, où une ministre de la République, en l'occurrence Mme Alice, était confrontée... Alice Lamou. Voilà, exactement. Était confrontée à un fonctionnaire gabonais qui avait pris sa retraite et qui s'était installé dans cette localité. Mais il se trouvait que ce monsieur, non seulement militait pour le compte de l'UPG, donc pour le parti de M. Mamoundou, mais il était originaire du Rolentem. Sur la base des éléments de droit présentés, la Cour a effectivement reconnu qu'il y avait un fossé entre les procès-verbaux détenus par le candidat de l'UPG et ceux qui avaient permis de déclarer la victoire de Mme Alice Lamou. La Cour a tenu en compte donc ces éléments de droit. L'élection a été invalidée contre Mme Lamou et le candidat de l'UPG a été reconnu député. Donc, c'est autant d'éléments. Ce qui veut dire que chaque fois que les partis politiques auront su gérer leur présence dans les différentes instances de gestion de l'élection, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est justement celui qui considère que lorsque quelqu'un est considéré comme ayant une attitude difficile, il n'y a aucune mesure de répression à l'endroit de cette personne. Ça veut dire quoi? Vous envoyez X monsieur dans un bureau de vote, j'emploie l'expression qui est courante, il se laisse acheter. Il barbouille votre élection, vous savez qu'il a été acheté, mais ce monsieur-là ne risque rien. Le président de la commission électorale ne peut rien contre lui, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui porte la responsabilité de sa présence dans les différents bureaux de vote. Et il en est de même des petites structures, donc des bureaux de vote, des bureaux départementaux, des bureaux provinciaux, jusqu'à la grande commission. Il vous souviendra, une année, je crois que ça devait être les élections de 2016, un des responsables de l'opposition avait décidé, lui, de ne plus prendre part au dépouillement dans le cadre du bureau national. Mais les autres membres de l'opposition, ils sont restés. Et pourtant, l'élection était validée. Paul-Marie Gondjou, je crois. C'était M. Gondjou. Il l'avait fait. Bon, que disent les textes en la matière? Il n'y a rien. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il entend, sans courir le risque d'être pénalisé. La Cour constitutionnelle, par la voix de son président Marie-Madeleine Boroansou, a notamment annoncé, lors de la célébration des 30 ans de la haute juridiction, la volonté par la Cour de sensibiliser, et ça a d'ailleurs déjà été fait, puisque la Cour, depuis quelques semaines, sillonne l'ensemble du territoire afin d'échanger avec les responsables administratifs, avec les partis politiques, afin de pouvoir emmener les uns et les autres à pouvoir être responsables dans leur démarche politique, leur compréhension de la chose politique, le processus électoral. La Cour constitutionnelle pointe un doigt accusateur sur les acteurs politiques, sur les leaders politiques que vous êtes, Pascal Nkoulou, sur votre incapacité à pouvoir même sensibiliser vos militants. Il semblerait que même certains leaders politiques ont une méconnaissance absolue de la loi électorale. Non, du code électoral de notre pays. Ce n'est pas une incapacité à sensibiliser ou à informer. Ou à former même vos militants. Non, de 93 à 2023. Même certains leaders ont une méconnaissance du code électoral. Je suis d'accord avec la Cour. Je dis de 93 à 2023. C'est 30 ans. 30 ans où nous sommes presque à un calendrier régulier confronté aux questions électorales. Mais comment comprendre? C'est de la mauvaise foi. De la part de qui? C'est de la mauvaise foi. De la part de ceux qui pensent qu'on perd une élection dans les urnes, mais qu'on peut la revendiquer dans la rue. C'est ça le problème. Et je crois que la Cour, depuis l'élection de 2016, ou un peu avant, fait bien de diffuser en direct les différentes plaidoiries relatives aux saisines pour revendication d'annulation des élections. Je crois que les Gabonais ont pratiquement été étonnés de constater, comme vous venez de le dire, le fossé qui existe entre les procédures régulières qui doivent être observées par les acteurs politiques, déjà pour saisir la Cour, et ensuite sur la façon de plaider en ayant des éléments qui leur permettent au moins
que leur cause soit entendue. La plupart du temps, il n'y a rien. C'est des suppositions, c'est des intentions. Or, vous savez, bon, écoutez, la loi est claire. La loi, c'est des faits. Ce n'est pas une intention, ce n'est pas une supposition. Il faut des faits. C'est à partir des faits que l'on tranche sur des éléments de droit. Bon, c'est la responsable des leaders politiques, effectivement. C'est pour ça que moi je dis, il vaut mieux aujourd'hui repenser la structuration du Conseil gabonais des élections, du Centre gabonais des élections. On a longuement évoqué le point relatif au président. Vous aviez une autre préoccupation, à part le président dont vous estimez qu'il faudrait peut-être aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Quelle autre limite vous prêtez au Centre gabonais des élections? L'autre limite, c'est véritablement, il faut le dire. Vous savez, partout où on parle de beaucoup d'argent, les gens ont des comportements... Beaucoup? Oui, il y a beaucoup d'argent au niveau du Centre gabonais des élections. La preuve, c'est que tout le monde se bat pour y aller. Et puis après, vous voyez comment ils sont dotés. Or que c'est l'élément qui accroche les partis politiques. Ce n'est pas tant le vote. C'est cet élément-là. C'est pour ça, moi, je dis, il faut que le Centre gabonais des élections, d'abord, n'ait pas un bureau permanent parce qu'il ne gère rien entre les différentes élections. Ils ne gèrent rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Moi, j'aimerais bien qu'on nous fasse l'inventaire de leur mission en dehors de la période électorale. Donc, la liste électorale, son mandat de 4 ans, c'est bien un mandat de 4 ans renouvelable. C'est un mandat de 4 ans, oui. Bon, ensuite, vous proposez qu'il soit démobilisé après l'organisation des élections. S'il y avait un besoin de continuité, on respecterait la durée des mandats électoraux. C'est-à-dire, le mandat le plus long, c'est le mandat d'élection présidentielle, 7 ans. Si on avait à considérer qu'il y a un besoin de conserver une certaine mémoire, donc une certaine habilité, c'est de dire, bon, ce bureau gère les élections, gère cette structure pendant 7 ans, et la veille des prochaines élections, on renouvelle un nouveau bureau où il y a une sorte de passation de témoins sur les acquis et les actes du précédent bureau. Mais bon, ils sont 4 ans, donc ils sont en dehors... Selon vous, il faut mettre le CGE entre parenthèses entre 2 élections, c'est ça? Il faut justement qu'il soit entre 2 élections. Mais entre parenthèses, entre 2 élections. Entre 2 élections, pour permettre qu'il y ait des acquis de la dernière élection et une sorte de passage de témoins sur les élections à venir. Or, ils sont là entre souvent 2 élections. On essaie de baïcoler quelque chose comme ça, ça ne tiendra pas. Alors, ça devient comme une institution en fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut penser, moi je crois, qu'il faut nommer, mettre en place plutôt cette structure un avant les élections. Et une fois les élections terminées, ça dit qu'on leur donne un mandat de 2 ans pour gérer l'organisation des élections avant, gérer les élections et gérer la partie du contentieux. Une fois la Cour constitutionnelle a délibéré sur l'ensemble du processus, cette structure est dissoute et naturellement, comme c'est le cas actuel, il y a une direction au niveau du ministère de l'Intérieur qui est une direction consacrée aux élections. Donc c'est à elle de réviser le fichier électoral, c'est à elle de revisiter en fait toutes les opérations en attendant, c'est-à-dire gérer le patrimoine qui a été consenti au Centre gabonais des élections pendant les 2 ans de la gestion de l'élection. Voilà, ça ferait des coûts et ensuite les gens qui y vont auront maintenant véritablement le souci de travailler non pas pour avoir à charge une institution qui coûte beaucoup à l'État pour peu de choses, parce que les résultats ne sont pas efficients, et ensuite ça permettrait aux administrateurs, donc aux fonctionnaires qui y sont, d'avoir à rendre des comptes, peut-être au Premier ministre. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui payent quand il y a des mauvais résultats. Pascal Koulou, alors il y a le Centre gabonais des élections qui aujourd'hui a la responsabilité de l'organisation des opérations électorales dans notre pays. Il y a d'autres leaders politiques qui estiment qu'il faut peut-être aussi voir le problème en amont en ce qui concerne les résultats qui sont souvent proclamés. Je recevais sur ce même plateau du métronome Bonaventure Nzego Manfumbi qui estime qu'il y a nécessité, il y a même urgence aujourd'hui à s'attaquer au problème des fameux bœufs votants. La transhumance souvent observée lors des élections, surtout lors des élections législatives et locales. C'est à eux de définir le format. Parce qu'on ne peut pas... La loi est claire. La loi dit, vous votez là où vous êtes inscrit. 1. Vous votez là où vous avez des intérêts économiques. 2. Vous votez là où vous avez des intérêts familiaux. Le territoire national est certes vaste, mais chacun a un intérêt précis quelque part. Bon, comment pourrait-on empêcher un citoyen, parce que du fait qu'il serait résident de Libreville, de ne pas aller défendre ses intérêts politiques dans une autre localité?
C'est une discrimination hors la loi. Mais le problème soulevé par Bonaventure Zéro Manfoumbi, c'est que il y a comme une forme de déconnexion entre... moi, j'ai pris mon cas. Moi, je suis de Tchibanga, dans la province de la Nyanga, mais je ne réside pas à Tchibanga. Donc, j'ai une méconnaissance peut-être des problèmes auxquels les populations qui vivent sur place ont par rapport à moi. Je passe tout mon temps à Libreville. Pourquoi vous voulez que lorsqu'il y ait une élection, que j'aille influencer le résultat du vote dans cette localité, alors que je ne vis pas, je ne vis pas au quotidien le même problème. Bonaventure, qui, directeur dans une direction générale de la mairie de Libreville, est allé se présenter en province. Non, mais il a dit qu'il a des intérêts. Lui, il a des intérêts. Alors, vous avez dit vous-même que la loi reconnaît. Si vous avez des intérêts économiques... Donc, il y a d'une part les bœufs votants, d'autre part, il y a des bœufs qui sollicitent des mandats. Parce que quand vous passez 12 mois à Libreville pour des raisons professionnelles, vous n'êtes pas au quotidien au fait des réalités des populations de la circonscription dans laquelle il a été élu. Mais il estime qu'il est inactif. Mais on peut aller plus loin. Puisque vous faites le reproche à Nzegou Manfoumbi Bonaventure, vivant à Libreville, travaillant à Libreville, d'aller solliciter les suffrages des militants du département de la Duini dont il est le député aujourd'hui. Mais vous savez très bien, malheureusement qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis belle lurette, Pascal Koulou, Jean-Boniface Assélé, qui est un acteur politique de premier plan dans ce pays, que vous connaissez très bien, qui a des intérêts dans cette province de l'Estuaire, qui est peut-être l'un des rares acteurs politiques à avoir sérieusement investi dans ce pays. On connaît ses investissements. Mais on n'a jamais voulu qu'il soit maire de Libreville. Pourquoi? Mais la question ne devrait pas se poser. Mais elle se pose. Elle se pose malheureusement avec acuité. C'est une question très sérieuse. Vous le savez, Jean-Boniface Assélé a toujours voulu être maire de Libreville, mais au nom d'une loi non écrite qui veut que ce soit un ressortissant Pongo de l'Estuaire ou un fond de l'Estuaire qui doit absolument être maire de Libreville. Est-ce qu'au XXIe siècle, on doit continuer à nous accommoder de telles pratiques? Pourquoi Jean-Boniface Assélé, je ne suis pas son avocat, mais au regard de ses états de service, pourquoi ce monsieur de premier plan dans notre pays ne pourrait pas être investi maire de Libreville? Bon, où est le problème? Je réponds de manière simple, parce que je suis républicain citoyen. Oui. D'abord, il n'y a rien qui interdit à M. Assélé d'être maire de Libreville. Non, les considérations, non, soyons simples. Non. Depuis le début de l'émission, vous êtes objectif. Monsieur Assélé, restez objectif. Justement, monsieur Assélé, ne faites pas dans la politique politicienne. Monsieur Assélé n'est pas pour moi juste une personnalité politique Saint-Père. Je voue beaucoup de respect pour lui. C'est le cas le plus patent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que n'importe quel Gabonais non originaire de la province de l'Estuaire peut être maire de Libreville, oui ou non? Tous les Gabonais résidents à Libreville peuvent être maires de Libreville. Mais pourquoi on a du mal à briser le plafond de verre? Mais justement, ça veut dire qu'il y a une condition. Laquelle? C'est qu'il faut avoir la majorité des élus. Le jour que M. Assélé... écoutez, le jour que M. Assélé arrive, le conseil municipal de Libreville, je crois que c'est à peu près 80 ou 91 conseils municipaux. Non. Le jour qu'il a 50 conseils municipaux... Ça, c'est une réponse de politicien. Ce n'est pas une réponse politique, c'est une réponse d'appel d'objectif. Ça veut dire qu'il y a un objectif à atteindre. Attendez, si M. Assélé est en course contre le PDG, on va dire le CLR... Et sachant justement, puisque vous parlez d'alliance, sachant très bien que Jean-Boniface Assélé et le CLR ont souvent tendu la perche et soutenu le Parti démocratique gabonais lors des élections locales. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre entre les accords internes... On se comprend très bien, je ne confonds rien du tout. Oui, non, je comprends. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas confondre entre les appareillages internes au sein de la majorité et les obligations définies par la loi. La loi est claire. Elle dit, vous avez la majorité, vous dirigez le conseil municipal. Mbaboslo est arrivé à la tête du conseil municipal contre le Parti démocratique gabonais parce qu'il avait eu la majorité. Je dis bien, si parce que Omar Bongo avait voulu qu'il soit maire. Qui? Non, Omar Bongo ne pouvait plus rien faire. Dès lors que Mbaboslo avait la majorité, sauf à Corom, je dis sauf à Corom, donc fait une entorse au constat efficient des résultats électoraux, il n'y avait rien qui empêchait Mbaboslo d'être maire. À quel moment Mbaboslo a été élu maire de Libreville? Je prends un exemple beaucoup plus simple. À quel moment Mbaboslo a été élu maire de Libreville? Mbaboslo a été élu maire de Libreville au moment où il avait su tisser une alliance morale et d'intérêt politique avec les populations de Libreville, qui lui ont fait confiance. Au moment où il a mis en relief la fameuse convivialité, quand il s'est rapproché d'Omar Bongo Ndiba, il est parti de l'opposition pour la majorité. En tant que maire de la capitale, vous ne pouvez pas avoir une attitude c'est l'histoire, vous le savez très bien. Quand il est parti de l'opposition, il a gagné les rangs de la majorité au nom de la démocratie conviviale qu'il a été élu maire de Libreville. Je suis d'accord. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Il avait intérêt
pour l'efficacité de ces missions à la tête de la ville de Libreville, avoir une autre attitude vis-à-vis tout ça, c'est pour revenir au débat. Tout ça, c'est pour revenir au débat. Ça veut dire que si vous laissez à Bonaventure Zigo Mafumbi la possibilité d'être maire de Libreville, il n'ira pas se présenter à Moabi. On n'a pas lui la loi lui garantit déjà la possibilité d'être maire de Libreville. Il faut que ce soit M. Zigo Mafumbi ou M. Pascal ou M. Ange Pambou. Lorsque vous avez la majorité, on revient, le problème justement, c'est que Bonaventure Zigo Mafumbi sait qu'il est pour nous, il n'est pas pour Ngoué, il faut l'estuaire, qu'il ne sera jamais élu maire de Libreville. De manière oui ou non? De manière plus simple. Monsieur, revenons sur le cadre des objectifs atteints par le CLR. Une fois que le CLR avait su seconder le PDG, il y a eu des places de choix à la mairie de Libreville, avec 3 maires. Ça veut dire que leurs résultats électoraux lui imposaient d'établir ce rapport de force avec le PDG. Le jour qu'il aura la majorité, quand il a la majorité au 3e, il a la mairie. Quand il n'a pas la majorité, bon, il s'accorde par des alliances au sein de la majorité à avoir des postes de représentativité. C'est tout. Le jour qu'il aura la majorité, et il doit travailler pour y arriver, le jour que M. As aura la majorité et que de façon tout à fait consciente, les responsables politiques de l'État lui dénient cette capacité à gérer la vie de Libreville, il y aura une entorse à ses droits réguliers. Pascal Koulou, pour l'instant, on n'en est pas encore à ça. Tous les maires de New York ou de maires de Paris ne sont pas originaires de ces villes. Bref, c'était juste une parenthèse. On va évoluer dans le débat. On ouvre le second tiroir de l'émission consacré donc à cette actualité relative à cette montée d'adrénaline au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il y a une vidéo même qui circule sur les réseaux sociaux. Ça a été abondamment évoqué ce week-end sur les réseaux sociaux. On prête au ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, certains propos qu'il aurait tenus à l'endroit des partenaires sociaux du ministère des Affaires étrangères. Comment vous réagissez par rapport à cette situation? Bon, le premier constat, c'est qu'il faut se garder de commenter les informations relayées par les réseaux sociaux. Parce que justement, on parlait de l'irresponsabilité, on parlait de la difficulté à cerner les objectifs. Parce que toute information, c'est, comme on le dit, c'est d'abord pour informer le citoyen d'un état, donc d'une situation, d'un fait réel, pour l'amener, lui, à apprécier les éléments qui participent à rendre dynamique le cursus social de notre pays. Il peut être politique, il peut être social, il peut être culturel. C'est fait pour ça. Vous informer pour que vous ayez, vous, à examiner la situation en utilisant vos propres repères. Généralement, dans le cas des réseaux sociaux, ce n'est pas une information qui est donnée. C'est une sorte de consigne, soit à aimer ou à détester. Donc, c'est plus de la propagande que de l'information. Donc, il y a un manque d'objectivité. Le deuxième constat qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on a un peu de mémoire, tout le monde sait que la situation en termes de revendications, dans la plupart des ministères de notre pays, ne date pas d'hier, particulièrement dans le cadre du ministère des Affaires étrangères. Cette revendication, comme dans tous les ministères, est située sur la prime. Si on avait un peu de bon sens. C'est une prime de 7 semestres voilà, bon, de non-paiement de cette prime. Voilà, bon, moi je crois que ce qui lie le citoyen à l'État dans le cadre des charges régulières, c'est le salaire. La prime est un élément d'ajout qui peut être supprimé, tout comme il peut être réévalué. Mais cette prime n'est pas encore supprimée. L'élément de départ, c'est d'abord le salaire. Première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on revendique une prime, il y a forcément un protocole en termes de démarche à suivre pour que la prime qui est revendiquée puisse être, qu'il y ait une solution. Soit on vous la confirme, soit on vous l'enlève. Dans tous les cas, elle peut suivre une évolution dans un sens ou dans l'autre. Or, la troisième chose qu'il faut constater, c'est que le ministre qui est lui, l'ordonnateur et le coordonnateur de l'actif du département ministériel, très souvent attend que les éléments administratifs lui soient fournis par les secrétaires généraux. Or, quand vous regardez, je ne fais injure à personne, mais quand vous regardez le profil adopté par la plupart des syndicats, il surplombe toute la hiérarchie pour s'attaquer généralement au cabinet du ministre en espérant et en attendant une décision politique. Or, le ministre, lui, est tenu d'avoir un regard administratif parce que les ministres se succèdent à la tête des ministères, mais les acquis des agents doivent être préservés. Et ça se fait dans le cadre d'une concertation, souvent entre les directeurs généraux
et le secrétaire général du ministère. Le ministre n'est que celui qui donne une sorte de caution à ce type d'engagement, en tenant compte des disponibilités, soit financières, soit d'affectation, en tout cas en tenant compte des potentiels qui existent au sein de son ministère. On va essayer de voir cette vidéo, donc ces images du ministère des Affaires étrangères. On aperçoit à distance le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, qui se fait filmer, je pense, à son insu, comme on peut le voir sur ces images. On voit qu'il y a après des personnes qui arrachent les banderoles qui ont été mises par les partenaires sociaux du ministère des Affaires étrangères, Pascal Koulou. Alors là, celui qui filme est à l'extérieur, visiblement, hein, du hall donc de l'esplanade du ministère des Affaires étrangères. Donc le ministre est là, il se fait filmer sans qu'il ne sache qu'il est en train de se faire filmer, et je pense qu'il demande à ce qu'on arrache ces banderoles. Est-ce que vous pensez que il y a eu une forme d'incompréhension entre les partenaires sociaux et le ministre de tutelle, Michael Moussa Adamo, sur ces revendications-là? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que le ministre, comme c'est dit dans les réseaux sociaux par les syndicalistes, viendrait à arracher lui-même les banderoles? Bon, écoutez, monsieur, vous êtes un professionnel à la fois de l'image et de l'information. Ces éléments ne peuvent pas objectivement servir d'appui à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Il est dit le ministre aurait tenté. Donc, c'est une intention. Il faut que les gens fassent attention quand ils écrivent. Comment définit-on une intention? Si le ministre sort pour aller monter dans son véhicule et qu'il se dirige vers le portail d'entrée, qu'il dise, bon, enlevez les banderoles, ça ne veut pas dire qu'il aurait voulu avoir un comportement déviant vis-à-vis des responsables syndicaux. Absolument. Pire, les images qu'on vient de voir ne sont pas suffisamment claires pour redéfinir ou repréciser ou même présenter la situation telle que veulent le faire croire ceux qui ont mis ces éléments sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une volonté de nuire. Mais de nuire à qui? De nuire à la corporation. Parce que parmi les ministères de souveraineté, les affaires étrangères comptent pour être la vitrine de notre pays. Lorsque l'on est conscient de ce que l'on représente et des obligations citoyennes qui sont ceux des travailleurs, donc des agents publics engagés dans ces départements ministériels, leur préoccupation, c'est de vendre l'image du Gabon à l'étranger. Justement, vitrine, en même temps parent pauvre, malheureusement, quand on fait également le constat par rapport aux revendications d'ordre social de la part des agents du service public, la fonction publique, ceux du ministère des Affaires étrangères ne sont pas forcément logés à la même enseigne que d'autres fonctionnaires. Il y a des problèmes et c'est une crise apparemment mondiale. Les ministères des Affaires étrangères dans le monde aujourd'hui souffrent un peu de cette redéfinition des objectifs assignés au ministère des Affaires étrangères. Vous savez que cette actualité a également fait abondamment parler en France, où la vision d'Emmanuel Macron, où la vision des chefs d'État a été plus ou moins redéfinie en fonction des priorités de chaque État, assignées à chaque État par rapport à justement à la représentativité des pays, des priorités aujourd'hui. Voilà. Le ministère des Affaires étrangères, comme je disais, c'est la vitrine du Gabon à l'étranger. Il a pour mission de représenter le Gabon dans toute sa dimension culturelle, sa dimension économique, sa dimension sociale, sa dimension éducative. Donc, c'est le Gabon qui s'exporte dans tous les territoires étrangers où nous avons des représentations. Mais justement, ma question c'est celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas une forme je ne veux pas de hiatus, je veux dire, ce qu'on observe, c'est-à-dire que dans la résolution des problèmes, on résout facilement des revendications posées par exemple par le secteur de l'éducation nationale que ceux posés par le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi cette différence justement? Bon, il faut tenir compte des urgences et des priorités. Je crois que ne serait-ce que pour des raisons de responsabilité citoyenne, moi si j'étais agent du ministère des Affaires étrangères, je comprendrais valablement que l'État choisisse de régler des problèmes de sureffectifs dans les salles de classe que de s'occuper d'abord de mon costume. C'est une responsabilité. Il faut être conscient de ce type
d'urgence et de priorité. Est-ce que les agents de service public des affaires étrangères sont de seconde zone par rapport à ceux des autres départements? Il ne s'agit pas d'être de seconde zone. Il s'agit d'objectifs atteints. Monsieur Pambou, c'est important. Vous savez, mais la prime dont il parle, elle est légalement, elle est reconnue légalement? La prime, elle sert, la prime est un ajout en fonction de la spécificité de l'exercice dans lequel certains agents peuvent être déployés. Aujourd'hui, dans tous les départements ministériels du Gabon, chacun a créé une prime spécifique. Elle existe dans la plupart des ministères. Mais non, pas chacun, ça a été reconnu par le gouvernement, c'est un caractère légal. Et... Je crois qu'aujourd'hui, si on avait fait un inventaire de toutes les administrations publiques, il y a des primes spécifiques à chaque ministère. Je sais, les agents des ministères de l'économie parlent de primes relatives à leur engagement à faire rentrer de l'argent. Or, si on considère qu'une prime est un ajout en fonction de la performance et des besoins de l'administration, les affaires étrangères, leurs primes peuvent être justifiées en priorité pour nos diplomates qui sont à l'étranger. Vous avez reconnu vous-même que c'est la vitrine du Gabon? Oui, ça je dis pour nos diplomates qui sont à l'étranger. Il est important que si vous avez accès dans une ambassade du Gabon, quel que soit le pays, que vous puissiez avoir une information dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Donc il y a un besoin réel aujourd'hui que le gouvernement soutienne ou accompagne le ministère des Affaires étrangères. Je ne dis pas le contraire, mais c'est dans le mode de revendication qui pose problème. Parce que vous ne pouvez pas demander à ce que votre spécificité soit prise en compte et vous créez les conditions qui renvoient une image d'un environnement apocalyptique. Parce que, je prends un exemple. Quand vous passez aujourd'hui devant le ministère des Eaux et Forêts, vous avez toutes ces banderoles écrites là en rouge et noir, là, avec des slogans qui, quelquefois, ne renvoient pas à l'objectif qui sous-tend la revendication. Ça fait ça, premièrement. Deuxièmement, ça renvoie à une situation de conflit et on n'a plus une lecture précise sur comment même apporter... Est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui, selon vous, urgence, à ce qu'il y ait un dialogue entre le ministre des Affaires étrangères et les partenaires sociaux? Je crois, si je ne m'abuse, que le ministre, parlant de la personnalité du ministre Michael Moussa Damou, c'est quelqu'un qui est constamment ouvert au dialogue. Et ensuite que les incidents, même pas les incidents, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, à ce qu'il me semble, est un moyen maladroit utilisé par les responsables syndicaux pour donner l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, pour donner l'impression que le ministre ne s'ouvre pas à la discussion. Or, il n'en est rien dans le fond. Parce que si vous posez un acte de revendication, ça suppose que vous aurez un interlocuteur. Tout dépend du timing mis pour s'accorder sur les objectifs de la revendication. Et ensuite, il faut s'inscrire dans le code de revendication tel que la loi en République gabonaise le permet. Il y a d'un côté les syndiqués. Ensuite, c'est aussi la difficulté, parce que quand vous êtes membre d'un syndicat, le syndicat peut être le syndicat d'un ministère, mais ça ne suppose pas, ou ça ne veut pas dire que tous les agents du ministère sont membres du syndicat. Première chose. La deuxième chose, c'est que ceux des agents qui veulent bien aller travailler, quelles que soient les conditions, il faut pouvoir le leur permettre. Le syndicat n'a pas vocation à sortir les agents publics de leurs différents espaces de travail en disant c'est la grève, vous n'avez pas le droit. Comme on a souvent vu ça dans les réseaux sociaux. Et puis, le syndicat ne peut pas fermer comme ça le portail, donc interdire l'accès des administrations publiques à ceux qui veulent venir travailler. Mieux, le syndicat a tout intérêt à créer un rapport d'harmonie avec le patron de ces départements ministériels pour trouver des solutions et puis pour se parler de façon beaucoup plus responsable. C'est-à-dire, se dire la vérité. Il n'y a pas d'argent, on leur dit qu'il n'y a pas d'argent. À quel moment une prime peut être relancée? Il faut que les gens le chassent. Quelquefois, ils le savent, mais bon, on fait dans la mauvaise foi. Le tout étant que, et c'est ça le grand danger aujourd'hui, nous sommes en année électorale. Donc tout est permis. Et je crois que les personnalités comme M. Michael Moussa Damou ont une carapace suffisamment assez épaisse, des épaules assez larges pour savoir que tous ceux qui sont considérés comme soit des proches du président de la République ou des personnes qui ont une voix autorisée vont être poussés à des comportements ou à des situations, soit pour les amener à réagir dans l'empressement. Moi, je crois que c'est
uniquement sous cet angle-là que moi j'ai lu la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau du ministère des Affaires étrangères. Merci Pascal Coulou, merci pour votre présence dans ce numéro du Métronome. Merci d'être passé. On aura l'occasion de revenir sur ces actualités dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.